Nous allons aborder la méthanisation, c'est-à-dire la production de gaz par dégradation de la matière organique. La méthanisation, c'est une technologie qui est basée sur la dégradation des micro-organismes de la matière organique. Cette dégradation, elle s'effectue dans des conditions contrôlées afin d'obtenir une matière qui est ensuite valorisable sous forme de biogaz. L'absence d'oxygène et l'effet de la chaleur, à environ 38 degrés, favorisent le travail des bactéries qui vont transformer la matière organique dans un résidu qu'on appelle le digestat. Le biogaz qui est produit, il est principalement composé de méthane, mais il y a aussi des impuretés. Donc à la sortie du méthaniseur, on va l'épurer pour pouvoir ensuite l'utiliser sous différentes formes. On peut en effet l'utiliser soit pour produire de l'électricité et de la chaleur, c'est ce qu'on appelle la cogénération. On peut également l'injecter directement dans le réseau de gaz qui est géré par GRDF. Dans ce cas-là, l'épuration devra être faite pour atteindre les prérogatives du gaz qui est injecté dans ce réseau. Et enfin, on peut le valoriser sous un format de biocarburant. Ce qui rentre dans le méthaniseur, on appelle ça des intrants. Il y a 4 grandes familles d'intrants, qui sont constitués soit des déchets du monde agricole, aussi bien les déchets de l'élevage et des cultures. Il y a également les sous-produits de l'industrie agroalimentaire. Ensuite, on peut aussi valoriser les déchets ménagers. Et enfin, il y a les boues des stations d'épuration. Un méthaniseur, ça va être constitué de plusieurs éléments. Donc tout d'abord, il va y avoir une unité de stockage dans lequel les déchets et les matières organiques qu'on va mettre dans le méthaniseur vont être stockés jusqu'à utilisation. Ensuite, ces intrants sont introduits dans le méthaniseur, dans une cuve dans laquelle l'atmosphère est contrôlée. On va avoir 2 sorties à cette cuve. Une sortie où on pourra récupérer le biométhane qui est produit et enfin une sortie où on récupère les résidus avec le digestat qui pourra être utilisé par exemple pour être épandu sur des terres. En termes de dimension, l'organe principal du méthaniseur, c'est la cuve qui va faire 10 à 30 mètres. La cuve, ce n'est pas le seul élément constitutif du méthaniseur. Donc en termes d'emprise au sol, on va aller de 200 mètres carrés à plusieurs hectares. Ça va dépendre de la taille du méthaniseur et notamment de la surface qui est nécessaire au stockage des matières premières qu'on va introduire dans le méthaniseur. Il y a 5000 à 200 000 tonnes par an qui peuvent être introduits. La durée de vie, elle peut aller jusqu'à 50 ans selon la maintenance des pièces. En termes de puissance, on peut prendre l'exemple d'une installation moyenne portée par des agriculteurs. Elle va avoir une puissance moyenne qui va souvent être autour de 500 kW. On va souvent être autour de 150 normomètres cubes par heure. Donc ça représente une production d'environ 10 GWh par an. C'est le volume de gaz en sortie du méthaniseur qu'on va pouvoir récupérer par heure. Cette production de gaz, c'est l'équivalent de la consommation de 1500 habitations chauffées au gaz par an. Un des avantages de la méthanisation, c'est qu'il va y avoir une production qui va être constante sur toute l'année. En effet, un méthaniseur, ça se base sur le travail de micro-organismes vivants qui sont dans la cuve du méthaniseur. Et donc, si on l'arrête, ces micro-organismes risquent de mourir et il va falloir recréer cet écosystème pour pouvoir relancer le méthaniseur. Donc, on évite de faire ça. Ça peut être quelque chose de très intéressant de produire en continu, mais parfois, cette production ne va pas être adaptée aux besoins si ceux-ci varient au cours de l'année. On a donc souvent un stockage qui va être accolé au méthaniseur et qui va permettre de piloter un peu l'utilisation du gaz qui est produit. Un méthaniseur, ça a aussi l'avantage de pouvoir valoriser les déchets aussi bien des agriculteurs ou des collectivités. Si on se place dans le cas d'une collectivité, on va par exemple pouvoir valoriser les déchets de tonte pour produire du gaz ou bien les biodéchets, par exemple des cantines. Donc l'avantage de produire du biogaz par le biais de la méthanisation, c'est qu'il s'agit d'un gaz qui a un bilan carbone neutre. En effet, le gaz que l'on utilise principalement, c'est du méthane. Et le méthane, ça n'a pas un bilan carbone neutre en général. Cependant, dans le cadre d'un méthaniseur, la matière organique que l'on introduit dans celui-ci ayant absorbé du carbone durant toute sa durée de vie, on obtient bien un bilan carbone neutre. À la sortie du méthaniseur, on a en plus du biogaz qui est produit ce qu'on appelle le digestat. Donc ce digestat, il est utilisé pour être épandu sur les terres agricoles. Quand on réalise une unité de méthanisation, c'est obligatoire de réaliser un plan d'épandage de ce digestat. Cependant, en fonction des intrants qu'on va mettre dans le méthaniseur, le digestat peut être nocif pour les sols. Une des limitations de la méthanisation, c'est également la disponibilité des intrants, qui a un besoin d'avoir des intrants locaux parce qu'il faut limiter l'acheminement des intrants
pour éviter le passage incessant de camions. Aujourd'hui, la valorisation du biogaz en sortie du méthaniseur qui est recommandée par l'ADEME, c'est l'injection au réseau de gaz. Celle-ci, elle est très dépendante de la proximité du réseau à l'unité de méthanisation. Ça peut être une des limitations pour le développement de la méthanisation à long terme, car par exemple, la cogénération, elle implique qu'il y ait l'utilisation de la chaleur sur le site de production de méthanisation. Dans le cadre de la réalisation de cet atlas, nous avons réalisé une cartographie qui permet de visualiser les potentielles zones d'implantation d'un méthaniseur. Au contraire d'autres filières qui sont étudiées également dans l'atlas, là, cette cartographie, elle va uniquement donner une idée des emplacements qui sont intéressants pour le méthaniseur en tant que tel. En effet, la ressource, elle va être diffuse dans le cadre de la méthanisation, donc on va l'étudier de façon décorrélée à la cartographie. Donc tout d'abord, nous avons défini la cartographie initiale. Donc nous avons enlevé les zones qui ne pouvaient pas recevoir ce type d'installation, c'est-à-dire les zones urbanisées, les routes, les voies ferrées et les cours d'eau. On part ensuite du principe que l'on peut implanter un méthaniseur sur tout le territoire. Évidemment, ce n'est pas le cas et il y a des réglementations qui interdisent l'implantation d'un méthaniseur dans certaines parties du territoire. Les couches interdites, ce sont les suivantes. On doit se placer à 100 mètres ou 200 mètres des habitations selon le type d'installation de méthanisation. Il y a également une interdiction de se placer auprès des cours d'eau. On applique donc une zone tampon de 35 mètres autour de ceux-ci. Cette interdiction vient du fait qu'aux abords des unités de méthanisation, il y a du stockage aussi bien des intrants que du digestat. Parfois, le stockage du digestat, il se fait dans des cuves de stabulation et s'il y a un débordement de cette cuve, il peut y avoir une pollution des cours d'eau à proximité. On prend également en compte l'arrêté de protection biotope sur la basse vallée du Doubs. Il est interdit de mettre des unités de méthanisation dans ces zones qui ont pour but de protéger les espèces qui sont protégées au niveau national en France. Et également sont aussi interdites l'implantation des méthanisations dans les zones PPRI rouges. Donc ces zones-là, c'est les zones qui sont dans les plans de prévention du risque inondation. Et les zones rouges interdisent l'installation de tout type d'ouvrage. Nous avons maintenant une cartographie du territoire sur laquelle on voit apparaître les zones interdites. Mais on va également prendre en compte des zones contraintes, qui sont des zones dans lesquelles les projets vont être plus difficiles à implanter. On va prendre en compte des contraintes patrimoniales et paysagères. Donc par exemple, on peut citer le périmètre de protection autour des monuments historiques. À 500 mètres autour des monuments historiques, il va y avoir une nécessité d'avoir un accord de l'architecte des bâtiments de France pour implanter un projet de méthanisation. On prend également en compte des contraintes environnementales. Donc par exemple, on peut citer les corridors écologiques. C'est des espaces de déplacement des espèces entre deux réservoirs de biodiversité. Dans le cadre de l'étude, nous avons également pris en compte des contraintes techniques ou de contexte. Nous avons pris en compte les zones d'appellation viticole sur le Chalonnais. Ces zones, elles constituent des cultures de grande valeur pour le territoire, aussi bien d'un point de vue économique, paysager, patrimonial et touristique. Donc c'est des zones sur lesquelles une unité de méthanisation va être plus complexe à implanter. Maintenant que nous avons pris en compte les contraintes et les interdictions sur le territoire, on va aussi regarder des endroits qui seraient plus favorables à l'implantation d'unités de méthanisation, donc qui sont pour nous à fort potentiel pour implanter une telle unité. Nous avons par exemple pris les zones qui sont à proximité des intrants. Donc on peut donner comme exemple les zones qui sont à 5 km des élevages principaux sur le territoire. Cette cartographie a pour vocation d'être un outil neutre à la disposition des collectivités. Nous n'avons donc pas priorisé les différentes contraintes dans les zones jaunes. Il est à noter que le fait qu'une zone soit jaune n'interdit pas la réalisation des projets sur ce territoire, mais par contre cela indique qu'il y a une ou plusieurs contraintes qui peuvent complexifier la mise en place d'un projet. Nous avons également estimé les gisements sur les territoires du Chalonnais. Pour ce faire, nous avons étudié les différents types d'intrants qui peuvent être utilisés pour une unité de méthanisation. Les intrants agricoles, qui peuvent être soit les déchets de culture ou bien les résidus de l'élevage, donc les lisiers, les fumiers, etc. Nous avons également étudié les déchets organiques qui sont issus des industries agroalimentaires sur le territoire, également les boues en sortie des stations d'épuration, et pour finir, les déchets organiques qui sont produits par les habitants du territoire. À partir de l'estimation de ces déchets, nous obtenons un gisement brut qui correspond au potentiel de développement de la méthanisation en 2050 et un gisement net qui correspond au potentiel de développement de la méthanisation en 2030 sur le territoire. Il est à préciser que le lien avec la cartographie sur le territoire n'est pas direct.
Les zones qui apparaissent sur la cartographie en rouge, orange ou vert, elles vont représenter les différentes zones d'implantation favorables ou défavorables d'unités de méthanisation. Cependant, dans l'étude des gisements, on ne prend pas en compte directement les zones qui ressortent de cette cartographie, mais on prend en compte les volumes d'intrants qui sont présents sur le territoire. Donc en termes de gisements bruts, on atteint 1022 gigawattheures par an ou 1 TWh par an environ. En termes de gisements nets, on obtient 344 gigawattheures par an. La production est aujourd'hui de 18 gigawattheures et les objectifs du SRADET, qui est le document de planification régionale qui retraduit les objectifs en énergie renouvelable nationaux à l'échelle de la région, donnent 46 gigawattheures de production de biogaz en 2030 et 127 gigawattheures de production de biogaz en 2050. La filière méthanisation, c'est une filière qui est mature aujourd'hui d'un point de vue technologique. Cependant, elle est très dépendante des évolutions du tarif d'achat du gaz qui est injecté sur le réseau. En effet, ce tarif, c'est lui qui va définir la rentabilité ou non des projets. Le potentiel sur le territoire a été calculé à partir des ressources de celui-ci. Donc il y a 60% du potentiel qui est issu des coproduits agricoles et 24% des lisiers et des fumiers d'élevage. Les 7% restants, ils sont associés aux déchets des industries agroalimentaires. Le gisement net du territoire, on voit qu'il représente un potentiel supérieur aux objectifs du SRADET et qui correspond à la mise en place d'une trentaine d'unités de méthanisation sur le territoire. Il est à noter que ce potentiel il est fortement dépendant de la capacité à injecter sur les réseaux de distribution de gaz, et ça, ce sera un enjeu pour le développement de la méthanisation sur le territoire. La méthanisation pollue l'air, le sol et les eaux. Certains substrats organiques, fumiers, lisiers et déchets d'abattoirs peuvent comporter des germes pathogènes dangereux pour la santé humaine. C'est la raison pour laquelle les matières fertilisantes font l'objet de contrôles et de réglementations afin de limiter les risques de contamination. Dans le cadre de la méthanisation, la gestion des risques sanitaires elle est facilitée par le confinement des procédés. Le procédé se passe sous la cuve et elle permet de réduire de façon importante les organismes pathogènes. Selon la réglementation, il peut être exigé d'hygiéniser le substrat. Donc ça peut avoir lieu avant, pendant ou après la digestion. Ça a pour but de le débarrasser de ces organismes pathogènes. L'épandage du digestat, il comporte finalement beaucoup moins de risques pour la santé que l'épandage des matières fermentescibles non méthanisées. Les rejets atmosphériques, eux, ils sont équivalents à ceux du gaz naturel. Les éléments potentiellement toxiques qui sont rejetés dans l'air libre sont contrôlés à la sortie du méthaniseur et elles sont rejetées en quantité beaucoup trop faible pour causer un impact sur la santé humaine et l'environnement. Le biométhane est produit principalement grâce à des cultures dédiées et cela pénalise le secteur agricole. Aujourd'hui, c'est en effet les effluents d'élevage et les déchets de culture qui constituent l'essentiel des matières qui sont méthanisées. En particulier, les fumiers et les lisiers, ils apportent les bactéries nécessaires à la dégradation des matières organiques. Cependant, ces effluents doivent être complétés par des matières contenant plus de carbone, comme des résidus de culture par exemple, pour permettre de produire suffisamment de méthane. Ce rôle d'apporter plus de matière, on pourrait imaginer qu'il soit également rempli par des cultures qui vont être dédiées aux méthaniseurs. On peut également utiliser des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc ça, c'est nommé les cives. C'est des cultures que l'on va effectuer entre deux cycles de culture principales. Il est à noter que la réglementation en France, elle limite l'utilisation des cultures dédiées ou des cives dans le méthaniseur. Le gaz vert coûte plus cher que le gaz d'origine fossile. En effet, la filière du biométhane, elle est récente et les coûts de fabrication y sont encore élevés. Ils vont diminuer au fur et à mesure grâce à l'amélioration des techniques et aux économies d'échelle. Cependant, le gaz vert n'est pas soumis aux fluctuations du marché comme peut l'être le gaz fossile. Donc les collectivités, elles ont plusieurs façons de devenir acteurs du développement de la méthanisation. Tout d'abord, elles peuvent être facilitatrices, donc ça veut dire soutenir le développement des projets sur le territoire. Elles peuvent développer de la communication au niveau local autour des projets de méthanisation, également des ressources partagées pour développer plus facilement ce type de projet, ou développer une structure d'accompagnement pour les projets. La collectivité, elle peut également être contributrice, donc là, elle va participer au développement d'un projet. Donc ça peut être par le biais d'un soutien financier et technique dans les phases d'étude des projets, et également en mettant à disposition du foncier public. Enfin, pour aller encore plus loin, la collectivité peut être investisseur dans les projets. Donc dans ce cas-là, elle va investir soit à la dette ou au capital dans les sociétés de projet, et également, elle peut aussi participer
à la gouvernance du projet. Une collectivité pourrait aussi porter un projet en propre. Ça peut être notamment le cas sur une station d'épuration ou pour valoriser des biodéchets issus des déchets de la collectivité. Une autre façon pour la collectivité de développer la méthanisation, ça peut être aussi d'être incitateur. Donc dans ce cas de figure, on va plutôt participer au développement d'une politique pour développer les unités de méthanisation sur le territoire. La collectivité peut également modifier les plans locaux d'urbanisme ou les autres documents de planification pour inciter au développement de la méthanisation, ou bien lancer des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projets pour développer ce type d'unité. Un projet de méthanisation, ça prend environ 3 à 4 ans et demi à se monter. On peut le décliner en 5 grandes parties. La phase de développement du projet, dans laquelle on va réaliser les études d'opportunité, signer les accords fonciers et tout ce qui est autour de la concertation politique et citoyenne autour d'un projet de méthanisation. Ensuite, il y a une phase d'autorisation. Durant cette phase, on va avoir le dépôt d'un dossier ICPE. En effet, une méthanisation, c'est une installation classée pour la protection de l'environnement, car il y a quand même des risques de pollution et d'impact sur les milieux qui sont importants et qui sont à prendre en compte dans le cadre de ce type de démarche. On va aussi obtenir le permis de construire et une demande d'agrément sanitaire. Il y a la phase de financement. Donc là, on va présenter le projet au guichet ouvert. En effet, sur la méthanisation, en fait, il y a une file d'attente des projets qui peut être assez importante selon les zones. Et ensuite, les projets vont se réaliser un à un dans l'ordre de cette file d'attente. Ensuite, on entre dans la phase de réalisation. Donc c'est la phase de travaux dans laquelle on va réaliser l'unité de méthanisation. Et à la suite, on a la phase d'exploitation qui va durer de 20 à 30 ans en général. Les coûts d'investissement sur une unité de méthanisation, ils vont être compris entre 380 et 500 € du mégawattheure. Donc par exemple, une unité de méthanisation qui va être portée par des agriculteurs, elle va en moyenne faire 120 normomètres cubes par heure et elle aura un investissement qui sera équivalent à 1,7 million d'euros. Donc cet investissement, il peut être découpé en plusieurs parties. Donc il y a l'équipement qui est une partie importante, la construction, l'ingénierie et la conception, le raccordement au réseau de gaz et le permis et la réglementation. Ensuite, si on regarde les coûts de fonctionnement annuels, ils représentent environ 15% de l'investissement initial, c'est-à-dire 68 à 71 € du mégawattheure par an. Ces coûts de fonctionnement, ils sont principalement dus à l'approvisionnement en matières premières. Ensuite, on a également une part d'énergie pour l'électricité sur l'installation et une part d'entretien et de maintenance qui est faible au regard des autres coûts. Donc maintenant qu'on a regardé les coûts d'investissement et les coûts de fonctionnement, on peut calculer le LCOE. Donc ça, c'est le coût actualisé de l'énergie et c'est un indicateur qui permet de calculer le coût de production d'un mégawattheure sur toute la vie de l'installation. Il est compris entre 96 et 110 € du mégawattheure selon la taille de l'installation. Donc si on compare avec l'éolien et le solaire en toiture par exemple, on était plus autour de 70 € du mégawattheure. Le temps de retour sur investissement d'une unité de méthanisation, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que les coûts d'investissement initiaux et les coûts de fonctionnement soient couverts, il est de 6 à 15 ans pour les unités de méthanisation. Donc c'est une énergie qui peut être très rentable et rapidement. Tout d'abord, on a une partie d'aide aux études. Donc l'ADEME et la région, elles subventionnent des études préalables à la construction d'une installation de méthanisation. Ensuite, nous avons également une partie d'aide à l'investissement. Il y a des aides qui existent au niveau de l'ADEME, de la région et de l'Europe, donc par le biais du FEDER. Donc en complément de ces aides, il y a également des aides sous format tarif de rachat. Donc ça veut dire que l'État va imposer un tarif qui va être le même sur toute la durée de vie de l'installation. Donc là, on peut faire la distinction entre l'injection de biométhane dans le réseau de gaz. Le producteur va avoir un rachat de l'énergie garanti sur 15 ans par le biais d'une obligation d'achat. Dans le cas de figure de la cogénération, c'est-à-dire de la production de chaleur et d'électricité conjointement, là, on va devoir consommer la chaleur sur place, mais l'électricité peut être achetée également par le biais d'un mécanisme de tarif de rachat. Prêt à vous lancer ?